Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café littéraire du jour en direct sur la chaîne YouTube du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil, capitale mondiale du livre. L'art de l'autre, c'est le thème de cette édition, un thème que nous déclinons chaque jour, ici avec 4 autrices et auteurs. Alors aujourd'hui, j'ai 4 autrices et j'en suis absolument ravi. Et vous allez l'entendre, chacune à leur manière, nous invite à ouvrir les bras. Loli Axman nous invite justement dans son premier roman à découvrir une famille dysfonctionnelle de 4 femmes, 3 sœurs et une maman, perdues dans un moulin isolé. Un livre indispensable sur la sororité. Un vrai bonheur de vous recevoir, Loli. Soyez la bienvenue. Merci, bonjour. Direction le Grand Ouest américain avec Nathalie Bernard pour La part du vent. On y suit une jeune fille de 17 ans dans les années 30, luttant pour sa vie, mais aussi contre les préjugés et surtout contre les éléments. Nathalie, soyez la bienvenue. Merci, bonjour. Cécile Alix nous livre un portrait tout en énergie et en révolte de Fauve, jeune fugueuse de 16 ans. Fauve va découvrir la dure condition des sans-abri lyonnais, mais aussi et surtout la solidarité. Ça s'appelle Enragé, c'est un ouragan et on est ravis de vous avoir à cette table. Je suis ravie d'être là, bonjour à tous. Et nous finirons ce tour de table sur le port de Dunkerque. On remettra une petite veste. Avec vous, Sarah Mag et votre héroïne Veda. Veda, elle a 17 ans, elle découvre la vie, l'amour, la sexualité et les drag kings aussi. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Veda s'en va, c'est un hymne à la vie. Ça nous fait un bien fou et on est très heureux de vous avoir avec nous, vraiment. Merci de m'accueillir, bonjour. Et vous savez, dans chaque café littéraire, je suis accompagné d'un ou d'une jeune lectrice. Aujourd'hui, c'est Christine qui va m'accompagner, me seconder, qui va vous questionner tout au long de cette émission. Et Christine, alors toi, tu joues un petit peu à domicile, on va dire, puisque tu arrives de... Du lycée Jean Jaurès à Montreuil, donc je suis vraiment pas loin. Bon, super. Alors raconte-nous un petit peu, qui es-tu, Christine? Quel genre de lectrice, par exemple? Je m'appelle du coup Christine Kinwani, je suis en terminale du coup au lycée Jean Jaurès. Donc je suis en option cinéma, j'adore lire aussi. Je lis souvent des essais. Là du coup on a dû lire des fictions. Ça me change un peu d'ailleurs d'en lire et j'étais très contente de relire. Tu es plus essai que fiction? C'est ça. D'accord, ok. Je crois que Nathalie avait une petite question pour toi. Oui, du coup, en fait, ma question, c'était par rapport au roman plutôt, donc j'espère que tu vas pouvoir répondre, puisqu'en fait, je me demandais ce que t'apportait la littérature, toi, personnellement, et surtout, si tu rencontres quelqu'un qui n'aime pas lire, qu'est-ce que tu lui dirais, qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à ça? Après lui avoir cassé le téléphone ou pas? On va pas être violent quand même. Non. Okay. Je pense que pour toutes les personnes qui n'aiment pas lire, je leur dirais que lire, c'est comme un petit voyage. Quand on lit, ça nous transporte vers un autre univers, on découvre, on va dire, de nouvelles personnes à travers les bouquins. Donc moi, je pense que si je recommanderais de lire, ce serait pour faire ce petit voyage. Et puis, ça nous permet de sortir un peu de notre zone de confort aussi, parfois. Et aussi, on peut aussi apprendre des choses, donc c'est intéressant. Très bonne ambassadrice, hein. Formidable. Merci. Loli, vous aussi, vous avez une petite question. Oui, alors moi, ma question, c'était si tu pouvais rencontrer le temps d'un dîner, un personnage de fiction, livre, film, ce que tu veux, qui ce serait et pourquoi? Alors, je pense que ce serait Arthur Rimbaud, dans Arthur Rimbaud, Le voleur de feu. Je ne sais pas si vous voyez le roman. Je l'ai trouvé très intéressant et surtout que du coup Arthur Rimbaud dans ce livre-là, il a le même âge que nous et en gros il écrit des poèmes aussi. Il adore lire, comme nous tous ici et c'est aussi un personnage que je trouve assez touchant parce que on le voit traverser des moments assez compliqués, mais grâce à la poésie, du coup il se sent mieux, etc. Donc voilà, je pense que ce serait lui que on va rencontrer.
Christine, garde le micro en main. Loli, vous aussi, puisque c'est vous qui inaugurez cette première interview. Avant de commencer l'émission, je voulais vraiment regarder les feuilles de Christine. Vous voyez comment c'est ordonné. Waouh. Il y a du boulot. Elle a travaillé avec toute sa classe. Vraiment, je veux insister sur la qualité de son investissement. Loli Axman, vous êtes une jeune écrivaine française. Vous êtes finaliste du concours du premier roman Gallimard Jeunesse, Télérama RTL, avec La Saison des Fleurs. Vous êtes installé, je crois, du côté de Toulouse. Voilà. Après pas mal d'escales en Angleterre, en Irlande et en Andalousie. Ça va un peu nous parler, ça, l'Andalousie. Vous partagez votre temps entre tradition, écriture. Et alors, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'on lit de ces choses des fois. Dites-moi si c'est vrai ou pas. Une passion obscure pour le langage des fleurs et surtout les histoires de fantômes. Oui. Très obscure, mais très présente, les deux. D'accord. Alors, on va parler justement de ce formidable La Saison des Fleurs chez Gallimard Jeunesse. Alecto, Pénélope et Ariane sont les enfants de Gaïa, une mère très originale, mystique et mystérieuse. Elles vivent isolées dans un moulin, dans un village un peu reculé. Et le jour où leur maman décède, eh bien, ces trois sœurs choisissent de cacher la mort de leur maman afin de garder la maison. Il y a un but bien précis. Un premier roman, alors maîtrisé vraiment de bout en bout. Le lecteur se fait balader, on frémit, on s'inquiète pour ces jeunes filles, puis on découvre à la fin pourquoi et comment, pourquoi surtout elles sont aussi fortes, ces trois sœurs. Sororité, résilience, emprise, émancipation, amour et quête de liberté en 265 pages, pour être précise. Une merveille de lecture. Franchement, on s'est régalé. Christine, qu'en as-tu pensé ? Alors moi, j'ai beaucoup aimé le livre. Enfin, je trouvais que votre manière d'écrire, elle était c'était très captivant, je trouve, quand on lisait. On rentrait dedans assez facilement. Et il y a aussi quelque chose qui m'a marqué, notamment dans la couverture. On voit qu'il y a un rapport à la nature assez intéressant. On a des chardons dessus. Et on se demandait pourquoi des chardons sur la couverture. C'est beau, mais ça pique. Exactement. Alors, c'est un peu un hasard, parce que du coup, souvent dans l'édition, on ne choisit pas nos couvertures. Mais il se trouve que ça tombe très bien, parce que, bon, comme le disait Willy, j'ai une passion pour le langage des fleurs, et il y a beaucoup de fleurs qui sont citées dans le roman. Il y a beaucoup de rappels de manière générale à la nature, parce que je trouve que c'est un bon symbole à la fois de quelque chose de très beau, les fleurs, mais ça a aussi quelque chose de la nature, c'est aussi très dangereux, il y a une forme de puissance, et c'est exactement ce que je voulais dire pour ces personnages qu'on peut croire un peu fragiles, mais qui en fait finissent par montrer toute leur puissance. Et les chardons, je trouve que c'est le bon symbole de la fleur. On imagine quelque chose de très doux, mais en fait plein de piquants, et c'est très utilisé aussi comme symbole de mauvais augure. Enfin, j'aime beaucoup cacher des petits messages secrets un peu partout. Donc, je trouvais que les chardons, quand j'ai vu la couverture, j'étais émerveillée de me dire que ça tombait très bien et ça illustrait bien le propos du livre. Super. Et si vous aurez une autre fleur à mettre, ce serait laquelle ? Waouh, ok, d'accord. On part direct sur... Alors, c'est une fleur que j'ai mise dans ma dédicace, c'est l'œillet rouge. J'aime beaucoup parce que... il y en a deux. L'œillet rouge parce que j'aime la fleur et j'aime la symbolique de la révolution. Ça a été utilisé pour les révolutions, c'est une fleur qui est aussi politique. Et je trouve que les révolutions traversent toutes nos vies, qu'elles soient politiques ou intimes, ça fait vraiment partie, et c'est aussi quelque chose que je voulais dire dans le roman. Et je dirais aussi l'encolie, parce que le symbole de l'encolie, c'est la folie. Et voilà, bon, je ne sais pas pourquoi on offrait ces fleurs aux gens pour leur dire qu'ils étaient fous, c'est pas hyper sympa. Mais c'est... Dites-le avec des fleurs. Voilà, c'est un message comme un autre, c'est un super cadeau de Noël. Mais voilà, j'aime beaucoup la figure de la folie des personnages qu'on trouve fous, qu'on estime fous. Et est-ce que vraiment ils sont fous ? Je trouve que c'est toujours quelque chose à creuser. Donc voilà, je choisirais ces deux fleurs-là. Ok. Et comme je disais, que le livre m'avait captivée dès le début, mais j'étais un peu perdue du coup dans ma lecture. Mais est-ce que vous avez peur de perdre vos lecteurs parfois ? Alors il faut expliquer que c'est vrai que les premières pages, on comprend pas ce qui se passe. On est dans une atmosphère très très particulière. C'est un vrai choix de perdre le lecteur.
Absolument. Je pense que, sans m'en rendre compte, je suis quelqu'un de très cryptique. Donc, c'est bien de me rappeler que des fois, il y a des gens qui lisent en face et qui ont besoin de comprendre ce qui se passe. Non, mais ça marche, hein, puisqu'on est là. Non, on mais arrive jusqu'au bout. C'est pas du tout un reproche. Au contraire. Je l'ai pas du tout pris comme tel. Mais effectivement, je suis totalement d'accord. Je pense que le début est très... en plus, tout d'un coup, on découvre 3 personnages avec des noms un peu qui sortent de l'ordinaire. On est un peu baladé, on comprend pas trop leur caractère, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se joue immédiatement. Parce que c'est pas un spoil, mais vraiment, on commence sur la mère vient de mourir, on l'apprend immédiatement. Et du coup, je pense qu'il faut un petit temps pour essayer de comprendre. Il y a des choses qui se jouent déjà, des non-dits qui sont déjà posés là. Et donc, c'est parfois un peu... je me dis que pour le début, c'est parfois un peu compliqué. Mais je pense qu'ensuite, quand on y revient, on se rend compte qu'il y avait plein de petits messages cachés. Voilà, ça, c'est mon problème. J'aime cacher des choses partout, donc je le cache dès les premières pages. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait de ne pas savoir ce qui se passe directement, de trouver en fait ce qui se passe en lisant du coup de plus en plus. Et aussi, je voulais parler du personnage de la mère que je trouve très mystérieuse. Elle est omniprésente, mais pourtant elle est morte, et c'est ça qui m'a un peu troublée. Et comment est venue du coup cette idée de faire un personnage aussi mystérieux? Je pense personnage central qui est mort, quoi. Qui est mort, exactement, ouais. Et dont on le sait dès les premières pages. Votre passion des fantômes. Exactement. Ça, on y revient. Ah là là, mais toujours, dans tous mes romans, c'est les fantômes partout. Je pense que le sujet de la maternité, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est un sujet millénaire, et qu'on pose beaucoup de choses, c'est très codifié. Il faudrait être une mère parfaite. Alors, je suis pas du tout en train de justifier, parce que quand même, c'est une mère sacrément pas parfaite. On est bien d'accord. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais je trouve juste que c'était intéressant, justement, de re-questionner cette image de la mère parfaite qui aime ses enfants, qui est très douce, qui se sacrifie pour eux. Et je trouve que ça ouvre un panel de possibilités. La maternité, comme tout, ça a plein de teintes différentes. Et là, justement, je voulais explorer et la figure de la mère et la figure de la folle, qui est aussi... parce que pendant longtemps dans le livre, on ne comprend pas trop pourquoi elle agit comme ça, pourquoi elle fait ce qu'elle fait. On la trouve assez cruelle, en fait. Et à la fin, on comprend certaines choses, même si ça ne justifie rien, on est bien d'accord. Mais je trouve que c'est des figures qui sont intéressantes à questionner. Et cette figure presque religieuse de la mère parfaite, et cette figure vraiment proche du diable, qui est la folle, qui est incompréhensible et qui fait des choses par pure méchanceté. Et je trouvais que réunir ces deux figures et questionner un entre-deux, je trouvais que c'était intéressant. Super intéressant. C'était en plus quelque chose que je me posais en plus vraiment en le lisant. Donc je suis contente d'avoir une réponse. Et on voit aussi que la mère, elle est espagnole, et qu'elle transmet sa culture par la langue, notamment par les surnoms des filles, qui ont des surnoms du coup en français et en espagnol, donc des surnoms de fleurs comme la fleur du désert, etc., etc. Est-ce que l'histoire serait la même si elle viendrait d'un autre pays que l'Espagne? Alors, moi, j'ai vraiment j'ai vécu en Andalousie, j'ai vraiment un amour absolu pour l'Espagne, et en plus l'Andalousie, parce que c'est une terre vraiment où, en fait, c'est un mélange d'histoire, un mélange de culture, de religion. C'est aussi une terre qui a vraiment son caractère, qui est pleine de contes, de légendes. Et de révolution aussi politique, on en parlait, ça a été un haut lieu de l'anarchie. Voilà, ça a mélangé en fait beaucoup d'espoir, d'utopie, de rêves, et aussi de choses très violentes. Il y a eu beaucoup de guerres. Donc en fait, c'est vraiment une terre qui est marquée par plein de choses. Et du coup, je trouve que ça a quelque chose d'un peu mystique. Et je trouvais que ça correspondait bien au caractère de la mère. Déjà, je voulais parler du fait d'être loin de chez soi, et de combien, en fait, quand on est déraciné, ce mot-là, déraciné, c'était vraiment ça, combien, en fait, on cherche ses racines. Et avec tout ce qu'il y a de mystique de l'Andalousie, tout ce que ça transporte avec soi, je trouvais que c'était un mélange parfait pour parler et du déracinement et du côté un peu conte et légende. C'est vrai que oui, il y a un côté un peu légende dans le livre, que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs. Je voulais aussi parler des 3 sœurs, que je trouve qui sont super marquantes. Et la chose qui m'avait un peu troublée,
C'est le personnage d'Alecto, qui est du coup la plus grande des 3 sœurs. Elle a 18 ans. Et pourtant, c'est la plus enfantine. Alors qu'on a Pénélope à côté, qui fait partie du coup des plus jeunes, avec Ariane, puisque c'est des jumelles. Et pourtant, Pénélope, elle prend tout en charge. Donc je me demandais pourquoi ce choix-là. Bon, merci pour des super questions déjà. C'est des questions qui me font bien réfléchir. Alors pour la grande, je pense que c'était important de montrer. Ce que je voulais montrer aussi, c'était combien en fait la transmission, tout ce qu'on transmet en tant que parent, en fait ça conditionne. Enfin, la mère les a vraiment conditionnés et ça conditionne sur une vie entière. Combien sans faire exprès on peut transmettre beaucoup de brutalité, de violence. En fait, le fardeau de violence qu'on se transmet familialement, il peut vraiment il peut casser un être, et c'est ce qui arrive. Enfin, quand on rencontre Alecto, elle est quand même un peu brisée, on va pas se mentir. Et au contraire, chacune des 3 filles a une éducation différente de la mère et aussi a une façon de se protéger différente. Et j'aimais aussi donc interroger la gémellité, parce que du coup, Ariane et Pénélope sont jumelles, et montrer que c'est pas parce qu'on partage tant de liens biologiques similaires qu'on est les mêmes personnes en fait. La façon dont on se construit, la façon dont on se défend, la façon dont on se protège à ce qui nous arrive, nous transforme et nous fait devenir quelqu'un. Et en fait, on voit combien les caractères sont complètement différents. Et voilà, je voulais explorer en fait au sein d'une même sororie, combien en fait c'est déjà une petite société en soi, une sororie qui est influencée par les parents, mais qui recrée sa propre société avec ses propres règles et ses propres constructions. Et je trouve que c'est un huis clos dans un huis clos. C'est ce que je trouvais assez intéressant à explorer. Une dernière question, Christine ? On voit aussi que du coup c'est une histoire de solidarité féminine et de sororité. Est-ce que vous avez voulu mettre en avant cette qualité entre les 3 sœurs ? Ah mais vraiment, absolument. D'ailleurs, mes collègues, parce que c'est la première fois que je fais une interview, mes collègues m'ont aidé, elles m'ont pimpé, donc je me dis, voilà, un bel exemple de sororité comme on adore en trouver. Mais la sororité, c'est très important pour moi. En plus, j'ai grandi dans les années 90, où vraiment, je pense que c'était pas... Enfin, j'ai plein de... Le féminisme n'était pas encore à son beau fixe et j'ai plein de choses à déconstruire en moi-même. J'ai grandi vraiment en compétition avec les autres femmes, avec les autres filles. On m'a appris ça toute mon enfance, dans toutes les séries télé, tous les films. Et du coup, c'était un long travail pour moi d'apprendre la sororité, d'apprendre en fait qu'en fait, on est unis et qu'en fait, autant se serrer les coudes. Donc, c'était très important pour moi de dire que c'est pas non plus quelque chose de facile, que ça s'apprend, que ça tombe pas du ciel non plus, que c'est un apprentissage à sororité, mais par contre, c'est... Je pense ce qu'il y a de mieux sur Terre, mais sans clairement. Oui, on est d'accord. Je peux pas valider parce que je suis le seul autour de cette table. Mais nous, on valide. Mais je le valide quand même, vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On passe le ensemble. On répondu aussi à mes questions. Nathalie Bernard, La part du vent. Alors, après des études d'histoire de l'art, vous découvrez, comme un grand nombre peut-être d'entre nous, Voyage au bout de la nuit de Céline. Apparemment, c'est ça qui a été le déclencheur de votre envie d'écriture. Votre premier roman, Né d'entre les morts, c'est un conte fantastique sur les vampires, publié en 98. Puis ensuite, Le jugement dernier autour de Jérôme Bosch. Vous aimez bien les figures marquantes, baroques. Alors, comme beaucoup d'écrivains, c'est en écrivant pour votre fille, en fait, que ça a commencé, tout ça, en 2009. Puis ensuite, vous enchaînez plusieurs séries pour les 8-12 ans, puis aussi des romans Young Adult, tous publiés aux éditions Thierry Magnier. Et vous êtes chanteuse aussi à vos heures. J'ai vu ça, vous aimez bien monter sur scène? On disait tout à l'heure, en fait, avant de monter sur le plateau, que justement, quand on écrit, on ne parle pas, justement. Hein, donc c'était toujours un exercice pour nous. Ouais. Et pour moi, faire chanter, en fait, mes personnages, c'était vraiment aller au bout du parcours, quelque part. Alors, La part du vent, donc aux éditions Thierry Magnier, hein, vous êtes fidèle. Qu'est-ce que ça raconte? C'est le jour de l'assassinat de son père que June, 17 ans, doit quitter précipitamment sa ville et prendre la route pour échapper aux mafieux responsables de ce drame. Sa fuite la conduira jusqu'en Oklahoma où elle va rencontrer Rose, son frère John, un vieux fermier, un Indien loin d'être sauvage, l'amour et le vent surtout omniprésent, peut-être le personnage principal de ce livre. Une lutte pour son émancipation, pour ses droits, une lutte contre des éléments déchaînés qui ont réellement existé, hein, on va certainement en parler. Nous sommes dans les années 30 aux États-Unis. Alors, Christiane.
Qu'en as-tu pensé? Alors j'ai beaucoup, j'ai apprécié ce livre. J'ai trouvé très intéressant les descriptions. Ça faisait très apocalypse. Moi j'aime bien. J'aime bien l'Apocalypse, toi. Hein. J'aime bien les dystopies. Non, on a tous ce petit jardin secret. Hein. Toi, c'est l'Apocalypse. D'accord. Et ce que je trouvais aussi intéressant, c'était la couverture du livre, puisque le titre est vertical, la 4e de couverture aussi. Et on se demandait comment la mise en page elle avait été choisie. Alors en fait, il faut remercier cet illustrateur que j'adore et qui illustre absolument tous mes livres parce que il a illustré mon premier livre chez Thierry Magnier et j'étais tout de suite fan de ce qu'il fait. C'est Tom Ogoma, un garçon qui a beaucoup de talent. Et donc c'est Tom qui a imaginé cette couverture effectivement avec le vent, cette poussière et qui a imaginé de mettre le titre sur le côté pour qu'on voit bien ce paysage en fait qui va bientôt disparaître. Si. Et on voit aussi dans le livre que la nature, elle est sauvage, elle est hostile, et qu'on est du coup dans les années 30. Et on a l'impression que vous faites un peu un clin d'œil au dérèglement climatique aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas? Un clin d'œil, je dirais, c'est un peu gentil un clin d'œil, mais mais oui, effectivement, moi j'écris tous mes romans en fait parlent de survie et d'adaptation. Je pense que c'est un sujet central aujourd'hui. C'est un sujet qui intéresse les jeunes et qui m'intéresse aussi beaucoup. Donc on est effectivement dans un roman qui parle de la plus grande catastrophe écologique liée à l'humain des États-Unis, qu'on a appelé le Dust Bowl. Et donc effectivement, oui, il y a tout ce côté écho, puisque écho à ce qu'on vit aujourd'hui, puisque en fait ce dérèglement climatique des années 30, on va comprendre dans le livre qui se répète, bien malheureusement en 2023, on a une autre tempête de poussière aux États-Unis qui est similaire. Et en fait, on n'a pas progressé. Voilà, l'humain n'a rien compris entre 1930 et 1924. Voilà, 1923. Mais c'est vrai qu'on répète toujours les mêmes erreurs. Est-ce qu'il y a d'autres liens à faire pour vous entre les années 30 aux États-Unis et aujourd'hui? Par exemple, des liens politiques? Il y a beaucoup de liens. On est dans une crise économique. Ça vous dit quelque chose, non? Je sais pas. Oui. Et puis, donc, avec aussi cette crise dans l'agriculture, avec vraiment les agriculteurs qui souffrent à ce moment-là de l'ultra-mécanisation, puisque ils ont, déjà, ils se sont endettés pour acheter des machines. Et les machines sont apparues au début du siècle. Et là, les fermiers donc, se sont endettés auprès des banques pour pouvoir acheter des machines et donc produire plus. Et malheureusement, la crise de 29, c'est qu'on a trop produit. Et donc, plus rien ne vaut rien. Voilà. Donc, il y a vraiment des similitudes avec l'enfer que vivent aujourd'hui les agriculteurs, qui sont aussi victimes aussi d'un problème aussi de production et aussi de produits phytosanitaires, etc. Et qui vont subir aussi les effets de la crise qu'on traverse. Voilà. Donc il y a beaucoup de parallèles. Et puis il y a aussi le racisme qu'on va trouver dans ce roman. Malheureusement, on n'a pas non plus progressé à ce niveau-là. Enfin, on progresse, mais tout le monde ne progresse pas, on va dire. Voilà. C'est vrai qu'on voit que dans la politique américaine, on n'a pas forcément progressé, notamment avec l'élection de Trump. Et aussi, le thème de l'émission, du coup, c'est ouvrir les bras. Et on voit que le personnage de John, il est raciste envers les Indiens, avant de changer d'avis lorsqu'il les côtoie. Est-ce que c'est du racisme ou est-ce que c'est de l'ignorance? Très bonne question. John, je pense qu'effectivement, c'est un pauvre, en fait, qui est venu chercher une terre. Il faut savoir que ces terres, on les a déjà prises aux Indiens, puisque, en fait, moi, ce que j'avais envie de raconter là, c'est ce qui s'est passé une soixantaine d'années après qu'on ait sorti les Indiens de ces grandes plaines et qu'on les ait mis dans les réserves. Et donc, John, en fait, il est venu s'installer sur les anciennes terres des Indiens. Et il a cet esprit colon, en fait. Il a cet esprit colon, mais parce que c'est en fait un pauvre qui vient chercher de quoi nourrir sa famille, de quoi survivre, de quoi manger dans sa gamelle. Et donc,
il est un peu sur lui au départ, effectivement, il est sur sa survie, mais on le comprend. Parce qu'en fait, il est vraiment sur un territoire qui est très compliqué. Il faut savoir que ce Middle West, en fait, on savait depuis le 19e siècle que c'était pas du tout une terre propice à l'agriculture. Il y avait eu des écrits sur ça. Et malgré tout, on a vendu, avec des prospectus très alléchants, l'idée que donc ces fermiers qui sont venus par chariot, par le train ou à cheval, on leur a vendu l'idée qu'ils allaient se retrouver en fait dans un Éden, une sorte d'Éden, quoi. Et évidemment, c'était mensonger, puisque c'est pas du tout le cas. Ok. Et je voulais aussi parler du personnage de Rosie, qui m'a marqué. Donc c'est un personnage clé dans le roman. C'est aussi une personne marginale pour l'époque. Elle est homosexuelle, elle est libre, elle est indépendante, ce qui est assez rare pour une femme des années 30 aux États-Unis. C'est un personnage fort et rare en fait dans la littérature. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler Alors je crois quand même qu'il y a de plus en plus, heureusement dans la littérature, en tout cas dans la littérature jeunesse, de plus en plus de personnages forts comme ça qui s'assument. Je pense qu'il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que ce personnage est intéressant parce que finalement, pour rester intègre, pour être ce qu'elle est, pour vivre sa vie telle qu'elle la conçoit, eh bien, elle s'est fâchée avec son frère, elle ne voit plus son frère depuis très longtemps. Et finalement, c'est une femme qui tient tout à bout de bras et c'est très dur pour elle, en fin de compte. Elle n'a pas le soutien de sa famille. Et malgré tout, elle reste droite jusqu'au bout. Donc, c'est... Et c'est elle qui ouvre les bras, c'est la première qui ouvre les bras dans son restaurant à June, qui fuit la mafia et qui va l'orienter vers John et cette ferme de l'Oklahoma. June qui va s'en sortir. Alors, on va pas raconter, il lui arrive quand même plein de choses, beaucoup de choses. Mais en tout cas, il y a une voie de sortie pour elle. C'est le stylo, c'est l'écriture, c'est ça ? Oui. Alors, c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez remarqué que tu parlais de Arthur Rimbaud tout à l'heure, que j'aime beaucoup. Dans ce roman, je parle d'Emily Dickinson, puisque, en fait, mon héroïne lit Emily Dickinson et elle va, comme Emily, en fait, trouver dans l'écriture une manière d'habiter le monde possible. Voilà. Et donc, elle va aussi pouvoir, à travers l'écriture, se trouver une nouvelle maison. Voilà, c'est pas seulement la cabane que John lui propose, c'est aussi par l'écriture qu'elle va se construire et de nouveau avoir un chez elle. Voilà. Et quand vous écrivez vos personnages, est-ce que vous le faites pour votre fille, pour lui montrer qu'il y a des personnages forts, etc. Alors ma fille, elle a 26 ans. Donc c'est une adulte. Mais c'est vrai que maintenant, alors moi quand j'écris, en fait, j'ai vraiment une histoire, voilà, qui me tient à cœur, qui m'habite, et je fonce, voilà, je fonce dedans corps et âme pendant un an en général. Mais c'est vrai que je pense surtout aux jeunes en fait que je vais rencontrer, puisque mon métier ne me suffirait pas, n'aurait pas assez de sens si je ne rencontrais pas ces adolescents toute l'année que je peux rencontrer en classe et avec lesquels j'échange justement sur ces sujets qui sont absolument centraux dans notre société et qui les préoccupent évidemment de manière très forte. Donc ça donne du sens à mon travail de rencontrer ces jeunes. Donc je pense à eux forcément quand j'écris et j'ai envie de leur montrer des héros et des héroïnes qui ne perdent pas l'espoir. Je voulais juste parler de Florence Owen Thompson, donc cette photographie de Dorothea Lange qui était présente dans mon esprit quand j'écrivais en fait ce texte, puisque ça date de la Grande Dépression. Et Florence Owen Thompson, donc c'est cette femme, je ne sais pas si vous voyez cette photo, qui a 32 ans, on dirait qu'elle en a 50, qui avec tous ses enfants, elle fuit en fait le Middle West pour aller en Californie, et ses enfants sont autour d'elle, elle regarde dans le lointain et bon, on sent qu'elle est très fatiguée, mais qu'elle veut s'en sortir. Et en fait, Florence Owen Thompson, on l'a retrouvée quand elle avait 70 ans et la journaliste lui a dit « Mais
vous avez fait plein de petits boulots où vous n'étiez pas payé, vous avez fui sur la route, vous n'aviez pas assez à manger pour nourrir vos enfants. Est-ce que par moment, vous avez perdu espoir ? Et en fait, elle a pris un petit moment et elle a dit non, si j'avais perdu espoir, je n'aurais pas survécu. Voilà. Et en fait, c'est un peu ça. Mes personnages, ils sont... Qu'est-ce qui est possible ? Il faut avancer, il faut être dans l'action. Voilà. Tant qu'on est vivant, il faut être dans l'action, il faut avancer. Je crois que ça, c'est un message important. Et ça rejoint tous les personnages de vos livres, aujourd'hui. Christine, alors je sais que tu as travaillé, mais il n'y a pas que toi qui as travaillé. Mais d'accord. Ah bah oui, il y a toute la il y a des gens de ta classe aussi qui ont travaillé. Et alors, je crois qu'on a une question. Tu as une question, tu peux te lever. Bonjour. Bonjour. Je te laisse te présenter, te poser la question à nos 4 autrices. Bonjour, je m'appelle Minha, je suis élève en première générale. Et donc ma question, c'est lié au thème de cette année. Comment vous, les autrices, vous ouvrez-vous au monde et aux gens autour de vous ? Peut-être. Allez, allons-y. S'ouvrir, donc c'est ce que je disais, en rencontrant les jeunes déjà, ça c'est vraiment fondamental. Et puis comme on l'a évoqué tout à l'heure, je fais des spectacles, des concerts où je chante en fait, mais je lis mes textes et je chante. Donc là, c'est une autre manière en fait d'amener la littérature auprès d'un large public, c'est-à-dire leur donner envie d'aller lire le livre, mais par les chansons et par la lecture. En fait, même quand on est grand, on aime bien qu'on nous lise des histoires à voix haute. Voilà. Pour moi, l'ouverture... Cécile. Pour moi, l'ouverture, c'est regarder, ouvrir les yeux constamment, regarder le moindre objet, la moindre personne, le moindre éclat dans l'œil. C'est aussi m'engager. Moi, je me suis beaucoup engagée auprès de la jeunesse, les enfants mineurs isolés, les enfants dans la rue. On va en parler dans un instant. Les enfants pauvres. Et de regarder des minorités comme ça, en difficulté, m'a montré que le monde est tellement beau, en fait. Parce que parmi... ces jeunes et les gens qui les accompagnent, il n'y a quasiment que de belles personnes, de la lumière, dans toute une noirceur qui pourrait sembler horrible. Et à chaque fois que je reviens de ces rencontres, de ces accueils, de ces ateliers d'écriture, etc., je suis bouleversée d'émotions et remplie d'énergie. M'ouvrir au monde, c'est m'intéresser aux autres. Merci. Sarah. Oui. Sarah Mag. Oui. On vous écoute. Ouais. Bah, moi, je pense beaucoup que ça a été un peu difficile de m'ouvrir aux autres plus petites et c'était vraiment les livres. Je pense comme on en parlait tout à l'heure, qu'on était tous, on avait probablement tous été un peu des weirdos au collège et au lycée avant d'être autrice et c'est chouette de pouvoir se retrouver du coup maintenant. Mais ouais, j'étais pas trop cool kids quoi. Et donc, c'était vraiment les livres. Et je pense que là, aujourd'hui, je me sens tout à fait capable de m'ouvrir aux autres et d'exister au monde parce que j'ai trouvé ma place en écrivant. Et que c'est pas facile de trouver sa place, c'est long. Et en écrivant notamment là pour la jeunesse, je me sens de plus en plus à ma place, de plus en plus bien avec les personnes que je rencontre, les autrices que je rencontre et les jeunes que je rencontre. Donc des moments comme ça, c'est très précieux. Et ouais, je pense que pour pouvoir s'ouvrir aux autres, il faut trouver sa place à soi. Loli. Déjà, merci pour la question, elle est compliquée. Vous avez eu le temps de réfléchir, vous. J'ai triché affreusement, vous avez vu ? Je vous ai jeté devant. Elle n'a pas pris le micro du tout. C'est bien vu, mais ça c'est vu quand même. Mince. Non, mais je vous rejoins toutes et je pense que l'empathie, on est dans une époque où c'est compliqué parce que le monde est tellement brutal qu'on a vraiment parfois envie aussi de se couper du monde. Ce que je peux très bien comprendre parce que c'est constamment des mauvaises nouvelles, des choses très violentes qui s'immiscent dans notre intimité et qui menacent notre intimité. Et je pense que c'est important du coup de réussir vraiment à travailler pour garder sa capacité d'empathie et ne pas se refermer complètement. Et moi, l'engagement et la politique, ce sont vraiment des choses très importantes pour moi. Et du coup, j'essaye d'instiller dans mes romans des façons de dire
voilà, il y a plein de possibilités, mais soyons, par exemple, le féminisme, soyons douces et bienveillantes les unes avec les autres, protégeons-nous et serrons-nous les coudes. Et voilà. Et ma façon, pour moi, de rester, enfin, de m'ouvrir, c'est justement d'essayer de rester ouverte en travaillant à écouter les autres et à garder mon empathie, même si parfois on a envie de se refermer sur soi. C'est une bonne question, hein, parce que ça a ouvert des portes. Félicitations, très bonne question. Je te la prendrai pour la prochaine fois. Je la note et je la récupérerai. Cécile, à nous. Album, conte, roman, pièce de théâtre ou BD pour la jeunesse. Vous êtes ce qu'on appelle une autrice prolifique. Vos textes s'adressent aux jeunes enfants, mais aussi aux lecteurs, aux adolescents, aux jeunes adultes et enseignants. Non contente de compter alors une centaine d'ouvrages. On n'est pas loin ou pas? Ouais, une centaine d'ouvrages à votre biographie. Vous animez en plus, vous nous l'avez un petit peu signifié tout à l'heure, des ateliers d'écriture poétique collective avec des jeunes de tous horizons qui nourrissent certainement ce livre fragile, puisque vous intervenez auprès aussi de jeunes atteints de troubles cognitifs. Vous êtes formatrice auprès de futurs enseignants. Alors entre deux, vous dormez un peu, j'espère? Oui, ça va, super. Et vous nous présentez aujourd'hui Enragée. Christine, raconte-nous Enragée. Donc c'est l'histoire de Fauve, une ado déterminée, vaillante et attachante, âgée de 16 ans. Elle est passionnée de danse depuis toute petite et vit dans une famille d'accueil avec des parents aimants. Puis un jour, tout bascule. Elle doit quitter sa famille pour emménager chez sa mère biologique, mais les relations sont extrêmement tendues entre les deux. Donc elle décide de fuguer et se retrouve à la rue à Lyon. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est la sincérité dans votre écriture. On voit vraiment tous les instants de sa vie et pas que les moments positifs. Et c'est comme si un peu on la suivait avec une caméra. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé. Enfin, comme un mini-film. Un peu. Je te remercie. Moi, j'adore le cinéma. C'est ta spécialité. Je suis très, très fan de cinéma. Et j'écris aussi des scénarios de dessins animés. Mais le scénario de BD et de bande dessinée m'a appris à regarder les choses dans le détail et à me placer tout le temps avec un œil un peu observateur, une caméra dans l'œil, comme on dit. Et c'est vrai que depuis que je fais du scénario, mon écriture est plus comme ça, un peu cinématographique. Vous êtes à hauteur de personnage? Plus à hauteur de personnage? Ouais, j'essaye. C'est comme s'ils avaient une caméra dedans et qui regarde aussi à l'extérieur. Donc tout le temps, une fois un peu à l'intérieur et un peu à l'extérieur. C'est trop cool, vous m'apprendrez comment faire. En fait. Donc moi, le truc que je me demandais, c'est pourquoi avoir choisi Enragée comme titre. C'est par rapport à la rage de vaincre, par rapport à la rage, l'énervement. Enragée, c'est la rage qu'on a en soi quand quelque chose nous fait du mal et qu'on veut se révolter. Et que souvent, quand on est jeune et qu'on ressent cette rage, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment se révolter. On ne sait pas si on a la possibilité, la force, l'énergie de le faire, les moyens de le faire. Et Fauve, elle part dans la rue, elle fugue sur un coup de tête. Elle n'a pas du tout prémédité son coup. Et c'est cette rage qui, quelque part, lui permet de vaincre. Parce que jamais elle ne se laisse abattre. Et quand elle est au fond du trou, c'est cette rage qui la ranime. En fait, c'est une flamme. Il aurait pu s'appeler Enflammé aussi, ce livre. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que ça aurait pu s'appeler Enflammé. C'est vrai que moi, c'est ce que j'ai aimé justement chez Fauve, c'est cette détermination. Et aussi, je me demandais, est-ce que vous avez déjà ressenti la rage de Fauve dans votre vie? Oui. Alors, j'ai pas connu les problèmes que connaît Fauve dans le livre. Mais ma vie a été, comme la plupart des vies, encombrée de grosses douleurs, de bouleversements, de maladies, etc. Et oui, la rage m'anime, mais c'est une rage intense, lumineuse, positive, pas du tout une rage destructrice. Moi, la rage qui m'anime, c'est une rage, ça va sembler un peu bisounours, mais c'est une rage d'amour. Plus j'aime et plus je me bats mieux, je trouve. Vraiment. Cécile, un petit conseil. Il y a plein de gens qui ont cette rage et qui dérivent vers la religion, vers des mouvements extrêmes, le racisme, etc. Comment on fait
petit mode d'emploi pour transformer. S'il vous plaît, Là, la écoutez-nous bien. question est- Écoutez Cécile. Comment fait-on pour transformer? Je suis pas à la hauteur de la question. Non, mais je pars du principe, ça va bien avec le thème ouvrir les bras. Il faut que la rage, elle s'ouvre, en fait. Ceux qui peut-être se radicalisent ou s'enferment quelque part, ce sont des gens qui sont animés d'une rage qui enferme. Et moi, les rages qui m'animent, parce qu'il n'y en a pas qu'une, ce sont des rages qui ouvrent les yeux, qui ouvrent la bouche dans un sourire, qui ouvrent les bras et qui donnent envie de la transformer en énergie, justement. Voire en énergie au service des autres. Et c'est les autres qui nous aident à surmonter nos rages intérieures. C'est en allant vers les autres et en voyant ce qu'on peut faire ensemble qu'on arrive, je pense, à surmonter tout ça. Mais il y a un travail à faire sur soi, ce que nous disait Sarah tout à l'heure. Alors, D'abord, non? j'intellectualise pas du tout ce genre de choses. D'accord, ok. Non, pour moi. Allez, question suivante. Alors, Christine, ça veut dire question suivante. Je traduis. Je suis totalement d'accord avec vous par rapport à la rage d'amour, etc. Même moi, je la ressens, cette rage d'amour. Est-ce que pour vous, fuguer, c'est synonyme de liberté? Parce que... Non, fuguer, c'est synonyme de fuite dans ce roman. Elle fuit parce que elle est chez cette femme qui est sa mère biologique, qu'elle ne connaît pas et qu'elle déteste viscéralement, sans la connaître, elle la hait. Et c'est une fuite, tout simplement. Et non, je ne pense pas que la fugue soit une très bonne solution. J'en parle à la fin du livre. J'ai écrit une lettre, un petit mot à l'attention des lecteurs qui seraient animés par cette envie pour essayer de leur faire comprendre que ce n'est peut-être pas la bonne idée, qu'il y a des personnes vers qui ils peuvent se tourner justement. Mais la fugue, non, est dangereuse. Particulièrement l'exclusion et la situation des femmes Oui. dans la rue. Justement, le truc qui a fait que j'ai vraiment aimé le livre, c'est le fait qu'on voit sa vie de femme SDF. C'est comme si elle était propulsée à l'âge adulte. J'avais carrément oublié son âge en le lisant. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler de cette transformation? Oui, parce que c'est plus quand on est à la rue, on n'a plus d'âge. On est une femme, donc potentiellement une victime, beaucoup plus que les hommes. Hein. Oui, de toute façon, être dans la rue, c'est être une victime. C'est être soumis à tous les dangers. C'est perdre son humanité. C'est devenir un animal. Enfin, c'est cette animalité qu'on a tous en nous qui se retrouve réduit à son état primaire. Et Fauve, heureusement qu'elle a des gens qui vont l'aider. Parce que si elle n'avait pas, et on en revient toujours aux autres, le bonheur, c'est les autres, pour contredire une phrase. Mais je pense que oui, Fauve, elle perd son âge, elle perd même sa personnalité. C'est quelqu'un qui aime danser. Elle n'arrive même plus à danser. Son corps n'existe plus, son âme n'existe plus. Quand on est dans la rue, on devient le bitume, on devient le froid sur les épaules, on devient la peur, on devient la faim. On n'est plus un humain. C'est vrai que vous avez raison quand vous dites que, en fait, on se tourne toujours vers les autres. Par exemple, aujourd'hui, j'aurais pas pu faire ça sans les autres qui sont ici. Donc ça, c'est vraiment génial. Et c'est vrai que la solidarité, justement, puisque c'est important justement dans le livre, dans la vraie vie aussi, on voit. Et aussi, on voit aussi que vous humanisez beaucoup les sans-abri. Mais est-ce que la société, elle le fait aussi? Alors, j'en parle dans le livre. Chaque personne a une histoire dans la rue. Vous prenez le temps un petit peu de décrypter. C'est ce qui m'intéresse. Les histoires dans la masse, tout le temps aller chercher la singularité, l'individualité. Je me permets de dire que Fauve, c'est le 3e livre d'une tétralogie, 4 livres. Je suis en train d'écrire le 4e. Et les premiers parlaient de la masse des migrants, le 2e de la masse des enfants soldats, et celui-ci de la masse des invisibles de la rue. Et en fait, quand on prend le temps d'aller vers ces invisibles, vers ces masses, elles sont constituées, comme toute société, d'individus. Et ce qui me tenait à cœur, c'est d'aller chercher chaque individu et de lui rendre son humanité, justement. Je trouve ça vraiment génial le fait que vous l'ayez fait, parce que on n'en voit pas beaucoup des histoires sur des personnes sans abri. Merci. Et on voit d'ailleurs que Fauve, elle change d'identité à Lyon.
Donc elle dit qu'elle s'appelle Kenny et qu'elle vient de Marseille. Donc c'est par rapport à Kenny Arcana, donc la rappeuse. Exactement, ouais. Est-ce que vous pourrez un peu nous la présenter, cette rappeuse? Kenny Arcana, c'est une enragée. Je conseille à tous les jeunes d'aller écouter Kenny Arcana. Oui, allez écouter Kenny Arcana. C'est une femme en souffrance. Elle a une rage destructrice. Elle essaye d'en faire quelque chose, mais ça la mange, ça la détruit beaucoup encore maintenant. C'est plus une jeune femme, mais c'est quelqu'un qui est animé de souffrance, qui a eu un peu l'enfance de fauve. Qui a connu l'aide sociale à l'enfance, la DAS, etc. Et les paroles de son rap sont bouleversantes. Enfin, rien que d'en parler, là, j'ai la chair de poule. Elle est bouleversante. Moi, elle me fait pleurer d'émotion quand je l'écoute. Merci beaucoup, Cécile. Vous restez avec nous, hein, de toute manière. Hein, on est bien ensemble. Moi, je sais pas vous, mais alors moi, je suis très bien là, vraiment. Je vous propose de faire un petit détour par le best-of de Keybookin, qui ont posé des questions particulières aux auteurs, notamment le livre. Alors, ça peut peut-être vous parler, le livre qui vous a donné, qui t'a donné envie de devenir autrice. Je veux donner à quelqu'un ce que je viens de recevoir. Les malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur. Et là, j'entre en lecture. Et quand j'entre en lecture, j'entre en écriture. Les deux sont intimement liés. C'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Je l'ai lu la première fois lorsque j'avais 13 ans et j'ai pris conscience du pouvoir démiurgique, créateur absolu de la littérature. Notre ami commun. Celui-ci était très gros, un gros livre en cuir bleu avec une dorure à la tranche dorée et le petit signet, des gravures comme vous voyez en noir et blanc, du papier Bible. Ça pourrait être très rebutant pour un enfant de maintenant. Ces deux livres-là, par cette incursion dans la folie, dans quelque chose de plus sulfureux et en même temps de fascinant, ce sont deux livres qui m'ont ouvert en fait une somme de possibles. C'est un petit livre de poche à couverture jaune et qui s'appelle « Comment on devient créateur de bande dessinée ». Alors à l'époque, je rêvais d'écrire, je rêvais aussi d'être dessinateur de bande dessinée, je m'y essayais un peu. Je lisais chaque semaine Spirou, Tintin, Pilote. Et je me suis dit, en lisant Tolkien à 13 ans, je l'ai relu de nombreuses fois par la suite, que peut-être moi aussi un jour, à mon échelle, j'aimerais bien créer des mondes. Des années plus tard, je me suis vu les illustrer. Et ça a été des livres pour lesquels l'illustration a été vraiment presque comme une évidence. Parce que je les avais tellement portés en moi depuis longtemps. C'était vraiment des livres qui m'ont effectivement donné envie d'être auteur et aussi donné envie de m'exprimer par le dessin. Ces maîtres que j'admirais, dont le travail me semblait parfait, passaient leur temps à douter de ce qu'ils faisaient. Et je me disais, peut-être que par le travail, peut-être par l'énergie, peut-être que par les techniques que je découvre là, un jour, moi aussi, je pourrais devenir écrivain. Ça m'a entrouvert une porte. Alors ça prendrait du temps pour répondre, pour expliquer ces connexions, mais il me semble que lire et écrire, dans toute la dimension de l'imaginaire et du plaisir et du rapport aux mots, voilà, c'est intimement lié. Donc les malheurs de Sophie me donnent envie de lire, me donnent envie d'écrire. Mais là, j'ai 6 ans, 7 ans, donc bon, je suis pas encore écrivaine. Quand j'ai eu terminé ce livre-là, je me suis dit, moi aussi, je l'ai mis au futur, je serai écrivain, parce que je veux donner à quelqu'un ce que je viens de recevoir. Ces émotions-là. Le café littéraire, suite et fin avec Christine à mes côtés. Christine de Montreuil, j'ai envie de t'appeler, parce que je trouve que ça donne quelque chose. Ah, moi j'aime bien le surnom. Ouais, super. Christine qui m'accompagne pour cette émission Ouvrir les bras avec 4 autrices autour de la table. Loli Axman pour La Saison des Fleurs, Nathalie Bernard pour La Part du Vent et Cécile Alix pour Enragé. Et je t'amène à Dunkerque avec Sarah Mag, avec Veda s'en va chez Albin Michel. Alors vous êtes née à Malo-les-Bains, Sarah, dans le Nord. Il n'y a pas plus au Nord. Il n'y a pas plus au nord. Non, même pas. Non, vraiment, on est au Nord. Non. Après des études archi brillantes, on peut le dire, une bonne élève. Ouais, quand même. Pas trop au lycée, pas du tout au lycée, mais ça s'arrange après. Ouais, en prépa, ça s'est très bien passé. Ça s'est bien passé. Vous prenez des cours d'écriture aussi à Middlebury College aux États-Unis, après Hippocagne et Cagne, quand même. Ouais, non, carrément, mais c'est vraiment. On a l'impression que c'est un parcours tout tracé comme ça, mais j'ai aussi eu beaucoup de chance. Middlebury College, c'était un échange universitaire avec une bourse et tout.
Non, c'est aussi des coups de bol. Bon, vous y êtes pour quelque chose quand même. Non, bien sûr, j'ai candidaté, mais j'ai dire, aussi vachement échoué. Enfin, j'ai pas été pris. Il y a des endroits où j'ai pas été prise. Je peux faire votre bio que sur vos échecs. Non, mais je veux pas que ça ait l'air d'un parcours idéal parce que ça a aussi été semé d'embûches. Et ça m'a demandé plein de boulot, mais j'ai aussi eu de la chance, quoi. D'accord, c'est noté. Votre premier roman, c'est où le Nord. Ouais. Je pense que vous êtes attaché à votre région, c'est moins compliqué, comme tous les gens du Nord, de toute manière. Ils me l'ont bien rendu d'ailleurs, notamment pour Séoul le Nord. Ouais. Les Imbattables va suivre ensuite, et puis Veda s'en va. C'est votre troisième roman, un roman que tu as adoré aussi. Hein. Ah ouais, j'ai adoré. Quand même, on t'a régalé quand même pour cette table, hein, quand même, hein, Christelle. C'est vrai que c'était une très très bonne sélection. Merci. Raconte-nous. Donc Veda s'en va, c'est l'histoire de Veda, une ado courageuse et débrouillarde, âgée de 17 ans, qui vit à Dunkerque. Et comme tous les jeunes de son âge, elle veut se libérer de l'autorité parentale, de l'école, des normes sociétales. Elle rencontre Frankie, une jeune fille qui vit à Berlin, et tombe complètement amoureuse. Elle découvre son homosexualité et on suit son évolution pour s'accepter, etc. Ce que j'aimais dans le livre, c'est qu'on vit toutes les sensations que Veda ressent. Et comme Veda, on s'attache autant à Frankie. Toute une galerie de personnages auxquels on s'attache. Il y en a 2-3, on leur mettrait bien des claques quand même. Symbolique, hein, attention, pas de violence. Hein, mais on est d'accord, on va en parler. Moi, je leur mettrais bien des vraies claques. Hein. Ok. Et puisque vous êtes né à Dunkerque, est-ce que vous avez croisé ces personnages-là, les drag kings, les gens du food truck, etc. Alors les gens du food truck, oui, je pense. En fait, pas à Dunkerque, le food truck. Donc effectivement, Veda, mon personnage principal, a un job. Elle travaille, contrairement à tous ses copains qui sont beaucoup plus riches qu'elle, elle travaille au food truck de Macro sur le port, qui s'appelle À mon Macro chéri. Et ça, c'est inspiré du food truck d'une copine à Brignot en Bretagne. Les Pennes Sardines. Elle a ouvert un food truck de sardines après une école de commerce. Et je lui ai tout piqué. Et ensuite, les drag kings, non, ça n'existait pas du tout à Dunkerque. Ça n'existe toujours pas, je crois. Je sais qu'il y a 2 drag queens. En fait, c'est plutôt parti d'un désir. Moi, j'ai rencontré le drag king tardivement, à 30 ans. Donc, les drag kings, c'est des personnes assignées femmes à la naissance qui performent le genre masculin sur scène ou dans leur chambre, enfin voilà, qui se déguisent, qui se maquillent pour faire bouger les lignes et voilà. Et j'ai découvert ce monde par des ateliers, par la scène, et ça m'a bouleversée, ça a beaucoup bougé de choses en moi et ça m'a donné plein de confiance en moi en tant que femme. Et je me suis dit, si seulement j'avais pu rencontrer ce monde à 17 ans, à Dunkerque, là où il n'y a pas de drapeau arc-en-ciel sur les bars, pas du tout. Et voilà, c'est comme ça que c'est né. Mais j'ai rencontré ces gens, mais pas du tout chez moi. Voilà. J'ai voulu raconter cette histoire chez moi. Ok. Et vous pensez que si vous les aurez rencontrés, vous serez la même personne que vous êtes aujourd'hui ? Je sais pas. Si je les avais rencontrés à cette époque-là ? Oui, à cet âge-là. J'aurais bien aimé, honnêtement, je sais qu'on dit souvent qu'il faut pas avoir de regrets et tout, mais moi j'aurais bien aimé découvrir ce monde plus tôt. Et je pense que c'est important que voilà, par exemple, le drag se déplace, que le drag existe ailleurs que dans les grandes villes et que les espaces queer existent aussi dans les plus petits villages et les petites villes, parce que les personnes queer sont partout et elles ont besoin de représentation et de copains. Voilà. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. C'est vrai qu'il faudrait beaucoup plus, c'est pas qu'à Paris ou à Marseille ou autre. Ça existe, hein. Je suis pas non plus en train de dire qu'il se passe rien ailleurs, pas du tout. Mais c'est important d'ouvrir, ouais. On voit que Veda est issue des classes populaires dans le livre. Et il y a un contraste entre elle et ses amis. Est-ce que vous pensez que c'est plus intéressant d'avoir un personnage issu de classes populaires ou d'avoir un personnage issu d'une classe aisée ? Je pense que tout est intéressant à partir du moment où c'est raconté avec les tripes et avec sincérité. Moi, en l'occurrence, j'ai plutôt raconté ce que j'ai vécu moi ado. J'étais dans un lycée privé parce que mon père était ouvrier enfin chef des travaux dans un collège privé et donc je payais pas la scolarité. Et j'ai adoré être dans ce lycée, mais c'est vrai que tous les élèves avaient un niveau social plus élevé que le mien, ce qui m'a pas
peiné plus que ça, mais ça a été plutôt compliqué par la suite en fait pour les suivre à Lille, avoir le même niveau de vie qu'eux, c'était impossible. Donc ça m'intéresse de raconter ce décalage, le complexe de classe, c'est un vrai sujet, voilà. Et le mépris de classe aussi, c'est un vrai sujet. C'est vrai qu'on voit dans le livre que souvent vous décrivez ce qu'ils ont, enfin les affaires de marque qu'ils ont, etc. Et c'est comme si elle était un peu jalouse, Veda. Bah en fait, pas jalouse dans le sens où ça l'a fait les détester, quoi. Oui, elle est envieuse en tout cas, évidemment. Et puis en fait, elle a envie de s'acheter ses vêtements. Dans le macro, elle met les mains dans le. Elle met les mains dans le macro, puis elle voit tous ses potes débarquer à la fin de l'été de leurs vacances de kitesurfer au Maroc, et ils débarquent avec leurs super beaux habits, leurs super beaux bronzages, leurs super beaux bracelets. Et elle, en fait, elle est en train de couper des macros. Job que par ailleurs elle aime bien, mais oui, c'est un contraste qui m'intéresse, mais qui crée aussi beaucoup de joie. Enfin, je suis pas en train de dire que c'est déprimant, tu vois, de pas avoir d'argent, pas du tout, mais il est tout sauf déprimant. Le bouquin est tout sauf déprimant. Hein. On est d'accord, Christiane. Oui, on est d'accord. C'est très positif. Vraiment, alors là, il est comme la pochette, je veux dire, il est pop, ça tape et il fait un bien fou. Hein. Puis aussi, moi, j'aimerais me pencher sur le personnage de Ben, qui est un peu une figure paternelle pour Veda. Enfin, c'est un peu son confident. Est-ce que vous en connaissez beaucoup des Ben ? Alors, donc Ben, c'est le grand frère, enfin le demi-frère de Veda, parce que je voulais aussi parler de famille recomposée et de ces liens qui existent et que je trouve importants et beaux, de demi-frère, demi-sœur, belle-mère aussi, belle-fille, beau-fils, enfin bref. Est-ce que je connais beaucoup de Ben ? J'en connais. J'ai eu une bande de copains assez cool, en fait, qui faisaient du surf, du kite, et qui étaient hyper ouverts et un peu relou parfois, parce que là aussi Ben il a des sorties quand même un peu sexistes, mais sans être violent avec les femmes, pas du tout, c'est juste un peu des bêtises. Il dit des bêtises, il dit beaucoup de bêtises, mais il est aussi très tendre avec sa sœur, il est très affectueux, il fait vraiment attention à elle. Je pense que je me suis quand même un peu inventé le frère que j'aurais adoré avoir, parce que la fiction, pour moi, je me suis rendu compte que c'était ça, comme je vous disais tout à l'heure, mettre des drag kings à Dunkerque, c'est aussi vivre ce que j'aimerais vivre, quoi, ou ce que j'aurais aimé vivre. Ça répare un peu, tu vois. Voilà. Merci Sarah. Je voudrais qu'on garde un petit peu de temps pour présenter les livres. On vous conseille vraiment Veda. T'as envie d'aller à Dunkerque, du coup ? Ça a l'air sympa, hein ? Oui, ça a l'air sympa, dans le livre et tout, ça a l'air très sympa. Alors, on va prendre quelques minutes rapidement, puisque vous voyez, on a encore perdu la bataille du temps, comme tous les jours. Pour présenter vos livres, on vous a demandé d'amener chacun un livre autour de cette thématique. Je te laisse te présenter, te lever et nous dire, prendre ton livre et nous dire assez rapidement le livre que vous avez choisi. Alors, bonjour à tous et à toutes. Le livre référence que nous avons choisi est Nos étoiles contraires de John Green, sorti en 2012, où une adaptation au cinéma a été faite en 2014. C'est un livre qui parle de Hazel, qui est une jeune fille atteinte d'un cancer de la thyroïde et qui va être forcée par ses parents de rejoindre un groupe de parole. Elle va le rejoindre et elle va rencontrer Auguste, qu'elle va renommer Gust, et ils vont vivre une amitié très forte qui va se créer grâce à la littérature. Et c'est un livre très intéressant, qui est poignant, parce qu'on fait le lien avec la maladie et l'amitié, qui va plus tard se transformer en amour, parce que c'est un peu cucu quand même. Il en faut un peu de temps en temps. De temps en temps. Ah oui, écoute, faut pas qu'il y en ait trop, mais un petit peu ça va. Et le lien avec la thématique que nous avons trouvé, c'est avec ouvrir les bras, c'est ouvrir les bras à l'autre et s'accepter aussi. Parce que l'acceptation de Hazel, c'est accepter sa maladie et aussi reprendre confiance en elle grâce à Gus. Et c'est ce qu'on voit tout au long du livre. Merci beaucoup. Qui veut présenter ? Alors vraiment, je pensais qu'on allait avoir plus de temps. C'est mea culpa, mais on va essayer de faire le tour rapidement. On vous écoute. Alors moi, je vous ai emmené Les étoiles s'éteignent à l'aube de Richard Ouagamézé. C'est mon coup de cœur absolu des 10 dernières années, on va dire. Je le relis tout le temps. C'est un peu le Steinbeck amérindien, je dirais, mais contemporain. Malheureusement, il est décédé en 2017. Je suis désespérée.
Et donc c'est une histoire initiatique à double sens, puisqu'en fait c'est l'histoire initiatique de Frank Starlight, qui a été abandonné par son père qui était alcoolique, et qui va son père lui demande de l'accompagner dans la montagne parce qu'il va mourir comme un guerrier, en fait, comme un guerrier, alors qu'il ne le connaît pas, qu'il ne l'a jamais vu. Et donc c'est toute cette Medicine Walk, donc le titre américain, américain du Nord, qu'on va partager avec Frank et Eldon. Voilà. Merci beaucoup. Magnifique. Oui, allez-y. Moi, j'ai apporté Frankie Adams de Carson McCullers, Ouais. qui est mon livre doudou de chevet. Ça se voit, il est complètement bousillé. J'aime bien ça. Ouais. Et en fait, ça se passe dans le sud des États-Unis, dans l'Amérique ségrégationniste. Frankie, elle a 13 ans. Et c'est l'été où elle passe de l'enfance à l'adolescence. Elle erre dans les rues, elle s'ennuie, elle ne sait pas quoi faire. Et elle est complexée par son corps. Et en fait, tout le livre raconte l'obsession de trouver son groupe, trouver un autre, trouver quelqu'un, appartenir à un nous. Voilà, je vous le conseille, c'est trop beau. Cécile ? Moi, c'est L'Enragé de Serge Chalandon. Ouais. Le même titre que le mien, presque. Oui. Masculin. Je lui rends hommage dans mon livre à Serge Chalandon. J'ai lu toute son œuvre, c'est un auteur majeur. L'histoire de Jules qui s'échappe d'un bagne d'enfants avec 56 autres enfants. Ils sont tous rattrapés, sauf lui, sauf qu'il est sur une île, tout seul, et il ne sait pas nager. Merci beaucoup. Loli ? Alors moi, j'ai choisi « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres » d'Émile Ferris. C'est une BD dessinée au stylo bic. Oui, c'est un chef-d'œuvre absolu. Un chef-d'œuvre. Incroyable. Et c'est l'histoire d'une petite fille dans le Chicago des années 60 qui est passionnée par les monstres et l'horreur et qui, après la mort dans des circonstances un peu troubles de sa voisine, décide de mener l'enquête. Et en fait, on parcourt tout le Chicago de ces années-là et on passe de figure marginale en figure marginale. Et je trouve que, comme tu disais, on casse un peu la masse et on apprend les histoires de ce qu'on appelle la figure marginale et le fou, l'autre. Et ça nous permet de comprendre ce que c'est en fait la marginalité. Et c'est pas si effrayant qu'on l'imagine. D'autres livres, d'autres choix, c'est le Keep-Bookin autour de cette même thématique. Pratiquer l'art de l'autre, ça s'entretient. Petit florilège de titres à découvrir sur Keep-Bookin pour ouvrir les bras. Le Grand Vertige de Marie Collot aux éditions Slalom. Little Miss Mito de Vinciane Meuchler aux éditions La Joie de lire. Cher et Charte de Sarah Carré aux éditions Théâtrale Jeunesse. Nepka de Séverine Vidal et Nina Ramsey aux éditions Robert Laffont. Bouti Paradis de Jovitech et Jimena Estibaliz aux éditions Actes Sud Jeunesse. Et chez vous, Keep-Bookin. Retrouvez toute l'année nos recommandations de lecture sur slpj.fr/Keep-Bookin. Un grand merci à Loli Axman, à Nathalie Bernard, à Cécile Alix et à Sarah Mag et à mon acolyte Christine de Montreuil. Bravo, Christine, merci infiniment. Bravo Christelle. C'est un moment vraiment précieux. Il n'y a pas que moi aussi. Il faut remercier les ambassadeurs du CDI et les dames du CDI aussi. Voilà. Bravo. On se retrouve cet après-midi pour un autre direct. Bye bye, bonne journée. Lisez, lisez, lisez.